Ce qu'on va faire, c'est je vais demander s'il y a des questions, disons, dans le public, en attendant que... Oui, question. Oui, je voudrais, parmi les nombreuses questions que soulève votre exposé, qu'on revienne peut-être à la première, puisque vous avez commencé en parlant de la souveraineté. Alors, la souveraineté, jusqu'à présent, c'était l'autorité suprême sur un territoire, pour faire la loi, par exemple, la définition qu'on donne la philosophie européenne, vous pourriez exercer le monopole de la violence. On avait une armée, les gens n'avaient pas le droit de toucher sur le territoire, etc. Et du coup, ça faisait un État souverain. Alors, d'une part, on pourrait discuter sur la perte du monopole de la violence, mais d'autre part, il me semble que la souveraineté va de plus en plus devenir une souveraineté technologique. Je veux dire par là que non seulement sera le plus fort l'État qui aura la meilleure technologie, la meilleure recherche, etc. Ça c'est évident. Mais d'autre part, la souveraineté consistera à maîtriser les normes, les technologies qui sont utilisées dans votre domaine du pouvoir ou sur votre territoire. Savoir par exemple si M. Bill Gates est propriétaire ou pas d'un logiciel sur votre ordinateur, s'il a accès à son corpus, ou vous autorisez les systèmes de paiement à confiance qu'autorise l'État. Et la souveraineté va de plus en plus consister à contrôler les flux, parce que vous avez parlé des réseaux, qui traversent votre zone de pouvoir, il s'agit des flux, des télévisions, des flux financiers, etc. Donc ça, c'est un nouveau problème pour le politique. Et pour le poser de façon très, très brutale, comment, à l'exception des États-Unis d'Amérique, qui sont hyperpuissance dans ce domaine-là aussi, comment un État peut-il espérer conserver sa souveraineté en quelque sorte? Comment verriez-vous les voies d'une souveraineté technologique? Alors, je pense qu'effectivement, l'avenir, c'est dans la souveraineté technologique, la souveraineté de la recherche. C'est pour cette raison-là en particulier que, lors du débat sur la recherche l'an dernier, moi j'ai dit, l'histoire de postes, etc., 500 postes, là tout le monde s'en fout. Ce qu'il faut regarder, c'est la vision de la recherche dans les 10 années qui viennent, et il faut s'attaquer, disons, aux problèmes réels, disons, à savoir, donc, effectivement, maîtriser le biologique, maîtriser l'échelle de l'atome, et donc maîtriser l'informatique quantique. C'est ça qui est important. Savoir s'il faut 3 postes en plus, je dirais, c'est vraiment ridicule. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'informatique est maîtrisée complètement par les États-Unis. C'est en train de changer. Alors d'abord, il faut dire qu'en Europe, il y avait donc, je dirais, la maîtrise des télécoms, et vous savez très bien que la bataille de l'UMTS a été aussi une guerre géostratégique au départ. Disons, les Américains n'ont pas aimé ont voulu casser cette puissance des télécoms européennes, et donc ils ont relativement bien réussi, donc avec je dirais, tous les problèmes de l'UMTS, et je dirais que les gouvernements ont bien aidé de ce point de vue-là. Il n'empêche que ceci ne va pas durer forcément. Je vous donne un exemple. Au niveau de la cryptographie, par exemple, la cryptographie était complètement américaine, avec, disons, RLE, RSA, etc. Ceci est en train de changer, donc il y a eu un concours international en l'an 2000, et vous savez, disons, pour le nouveau chiffrement, vous savez que, en fait, donc c'était gagné par les Belges, donc l'Université catholique de Louvain. Je dis souvent que les Américains se remettront du 11 septembre 2001, mais ils ne se remettront jamais de cette histoire de Belges. Quand on regarde les derniers théorèmes mathématiques sur les nombres premiers, enfin disons vraiment des grands théorèmes, ils sont indiens et ils sont chinois. Donc le 2 août 2002, des Indiens ont montré que savoir si un nombre était premier, c'était un problème polynomial. Et récemment, donc c'était l'an dernier, à Crypto 2004, aux États-Unis, il y a 4 Chinois qui sont arrivés avec leur ordinateur, qui ont montré que l'algorithme de signature électronique, le MD5, avait des problèmes, et ils sont arrivés, ils ont montré ça sur Internet, à la conférence internationale, et
ils ont éteint leur ordinateur et ils sont partis. Et en disant, voilà, on nous a prouvé qu'il y avait un problème. Alors, cette signature électronique, une transaction sur 2 sur Internet l'utilise, hein, cet algorithme-là. Alors, vous me direz que, bon, c'est dans certains cas, etc. Mais il n'empêche qu'on assiste de plus en plus, au niveau de la Chine, par exemple, à une sécurité dans l'obscurité, à une reprise en main, si vous voulez, la souveraineté technologique cachée. Et je dirais, alors, j'ai envie de dire tous les gogos français, européens qui pensent à un monde académique, je dirais, où on publie dès qu'on sait, etc. Mais il faut arrêter la naïveté, vous comprenez ? Donc attention à ces problèmes-là. Alors, je pense que si vous voulez, la domination américaine informatique est quand même temporaire, enfin ça risque de durer quand même, mais ça se craquellera tôt ou tard, je dirais, avec la convergence. Si vous voulez, Cisco, Intel, Bill Gates, etc., ça ne peut pas durer éternellement. Mais c'est vrai que c'est un problème. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'armée française ne maîtrise pas forcément ces ordinateurs, hein, puisqu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans Windows ou dans les operating systems qu'ils utilisent. Et puis, parfois, ils utilisent même souvent des routeurs Cisco. Rien ne dit, et même tout laisse à penser qu'il y a une partie des flux qui vont au Pentagone. Sur Internet, comme vous le savez, sur les 14 routeurs Racine qui gèrent Internet, 13 sont aux États-Unis. Je m'appelle Rochefoucauld, je connais un petit peu l'univers du PC pour m'en servir et pour le sécuriser. Je suis un petit peu surpris que la vision catastrophique que vous avez menée sur la gestion de la sécurité sur Internet, la sécurité informatique proprement dite. Je pense que s'il y a des redondances qui sont bien faites, et s'il y a des systèmes d'alerte et des remontées d'alerte qui sont bien faites, il n'y a aucune raison de voir quoi. Non. Non, parce que, disons, tous les réseaux sont des électroencéphalogrammes plats. De plus en plus, si vous voulez, les débits dans les réseaux augmentent tous les jours, et d'autant plus qu'il y a des progrès en optique qui sont considérables. Hein, je dirais la puissance des réseaux optiques est multipliée par 2 tous les 9 mois en ce moment. Alors donc ça ne va pas durer. Et ce qui se passe, c'est que donc, si vous voulez, dans le cœur des réseaux, vous ne pouvez rien contrôler. Dans le cœur des réseaux, on ne peut rien contrôler. Parce qu'effectivement, vous avez raison, si vous voulez, on voulait un petit peu savoir ce qui se passe dans un réseau, eh bien, je dirais, aux frontières, juste au centre des réseaux, on pourrait faire des analyses et, je dirais, anticiper les virus, etc. Ceci, aujourd'hui, est absolument impossible. Ce n'est qu'à la périphérie, si vous voulez, que l'on peut savoir un peu ce qui se passe, parce que on ne peut pas analyser la sémantique d'un flux lorsque vous avez 10 gigabits par seconde. Pourtant, c'est ce que fait Content, Sleeper et compagnie. Ça a l'air de marcher. Non, je vous garantis que, hélas, aujourd'hui, on ne peut pas contrôler le cœur d'un réseau. Monsieur ? Oui, vous avez dit tout à l'heure, suite à la question posée, que les Américains avaient extrait de prendre un peu de retard en matière d'ordinateurs, de calculateurs, tout au moins dans les technologies de demain. Alors la question que je me pose est quand même la faire plus, ce qui veut dire en clair que les Américains vont prendre des procédés tout autres pour récupérer un certain nombre d'informations en matière de recherche et développement et de tricher. Non, mais bien entendu, les Américains ont pris, disons,
espionner j'aime plus. Il y a, disons, au niveau des PKI, des infrastructures de gestion de clés, VeriSign a pris des participations. Bon, je pense que le gouvernement a réagi, mais il est vrai qu'aujourd'hui, c'est bien pour ça que il y a un problème au niveau de la gestion. Je parlais d'un ONU numérique, c'est que il y a un grave problème en France, c'est que on ne gère pas, si vous voulez, les certificats numériques correctement. Malgré tout, vous savez qu'il y a un Frasec qui est une nouvelle, il y a une société qui a été créée récemment, disons pour un petit peu franco-française, pour gérer les certificats numériques. Une deuxième question très brève. Vous avez parlé d'un retour possible à l'analogie. Comment je ne suis pas contre, revenir sur les images photopapier, revenir sur les Non. Non, lorsque je parlais de retour à l'analogique, c'était retour au monde réel, disons à l'échelle de l'atome. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on modélise le réel, on utilise des modèles mathématiques qui sont très naïfs et je pense que dans le futur, nos ordinateurs auront des périphériques qui fabriqueront ou qui utiliseront des nanorobots qui feront non pas des calculs, mais des expériences vraies. Et donc, si vous voulez calculer un effet Joule ou calculer, disons, un modèle numérique, eh bien, sans doute, on sera aidé par les nanotechnologies. Et je pense que dans le monde médical, lorsqu'on voudra maîtriser, disons, les cellules, eh bien, je pense qu'il y aura des cellules du vivant qui seront connectées sur un périphérique. Je ne serais pas surpris si en 2050, quand j'ai une maladie, on prendra un petit peu un bout de ma peau et puis on fabriquera les cellules du vivant vont bien et on interagira avec un ordinateur pour savoir exactement ce qui se passe, etc. etc. Et donc c'est ça mon retour à l'analogique, c'est pas le retour au papier, etc. Vous nous avez parlé beaucoup d'attaques, mais qui sont les attaquants? Alors, qui sont les attaquants? Effectivement, bon, là, j'ai pas eu le temps de parler des attaquants, mais je vous donne un petit exemple qui est assez intéressant parce que celui-là, il a été bien analysé. C'est Sasser, donc au mois de mai l'an dernier, donc il y a juste un an. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une attaque sérieuse, violente, qui n'avait pas été prévue d'ailleurs par les Américains. Donc Sasser, c'était un jeune, là pour le coup, c'était un petit génie entre guillemets. Petit génie, en fait, il vivait avec sa mère. Sa mère n'avait pas de travail et donc allait en freelance aider des familles à reconfigurer son ordinateur. Cette femme était divorcée et donc ce garçon s'est dit ma mère n'a pas de travail, je vais l'aider, je vais lui donner du travail. Et donc il a conçu un virus, Sasser. Et je dirais ça a marché au-delà de ses espérances puisque je dirais toute la planète a été infectée à tel point que vous savez que Microsoft ou Symantec etc n'étaient même pas au courant évidemment puisque là pour le coup c'était un petit jeune qui travaillait tout seul en solo et donc il y a une grande surprise. Microsoft vous savez a mis sur la table une prime, a prévenu la CIA. La prime a marché, on est en Allemagne, à Munich, etc. Et donc tout de suite, on a dit c'est lui, délation, etc. Et donc les gens ont reçu la prime, la CIA est intervenue, il a été arrêté, etc. Et donc c'est comme ça qu'on a... Alors, donc ça c'est un exemple où le pirate travaille en solo. Mais si vous êtes aux Philippines ou dans des pays, je dirais dans des paradis numériques, où la loi fait que infecter les gens avec des virus informatiques, ça n'est pas un problème. Donc là, vous avez vraiment une industrie. Vous avez dit aussi que le cyberterrorisme en 2005 n'existait pas. Juste à titre d'exemple, j'ai été me promener en 2002 quelque part aux États-Unis. J'ai pu découvrir que c'était pas du terrorisme, si vous voulez. Mais ce qui est amusant, c'est que certains Américains que j'avais pu repérer disaient pouvoir se promener sans difficulté au sein de Helios 1 et 2 des spots. Ce sont des satellites, n'est-ce pas? Donc pouvoir hacker les satellites, c'est assez amusant. Oui, mais est-ce que...
Oui, attention, je dis bien, moi j'appelle cyberterrorisme la volonté de tuer, disons, plusieurs personnes avec l'informatique. Hein, c'est ça que j'appelle cyberterrorisme. Je fais la différence entre cybercriminalité, espionnage, etc., etc. Cyberterrorisme, pour moi, c'est dans le sens précis, je veux tuer, enfin disons faire l'équivalent de mettre une bombe à la gare Montparnasse et tuer 100 personnes. Comment faire ça informatiquement? Aujourd'hui, ça n'est pas possible. De manière directe. Vous pouvez le faire aujourd'hui uniquement de manière indirecte, des cascades, des pannes, disons en chaîne. Alors, une question pour finir, est-ce qu'on peut le contrôle d'un avion en vol au sol? Est-ce qu'au sol, on a les moyens, la technologie pour prendre le contrôle d'un avion en train de voler? Il se fait que, enfin, j'ai envie de dire que c'est facilement faisable puisque il se fait que si vous voulez, la gestion des avions en vol est gérée par un réseau. Ce réseau est assez bien protégé de l'extérieur, mais il n'est pas du tout protégé de l'intérieur puisqu'il est connu de plus, en France, en Europe, il doit y avoir 50 000 personnes, et donc il suffit que sur ces 50 000 personnes, quelqu'un devienne fou ou pas fou, je sais pas quoi, etc. Et donc c'est possible. C'est la même chose avec le GSM. On a confiance dans France Télécom, SFR, Bouygues, mais à partir du moment où dans un pays donné, je ne sais pas lequel, on crée un opérateur de télécom GSM, il y a des accords de reconnaissance mutuelle, cet opérateur de télécom peut semer une panique épouvantable où il veut, quand il veut. Monsieur, je vais juste comprendre ce que je suis en train de dire exactement. Je suis France 3. Je veux savoir où s'arrête justement avec ce développement de ces techniques, de la technologie, dans l'informatique. Où s'arrête un peu la liberté individuelle de chacun et le côté l'espace citoyen. On parle de l'attaque économique via l'informatique, les entreprises, l'espionnage, etc. À un moment donné, notamment avec les RFID, jusqu'où cette technologie va rentrer dans notre système de vie et à quel moment on va pouvoir devenir conscient ou inconscient de laisser la liberté, soit sur lui, soit sur un peu. Par rapport à ça, justement, et savoir comment ça va se développer, puisqu'on parlait des champs 2010-2015. Alors, moi, je travaille sur ces choses-là. Je pense qu'il est parce qu'effectivement, il y a un problème avec la démocratie. Je pense que dans le futur, donc chaque, si vous voulez, personne aura donc un patrimoine numérique disons sur toute la planète, chez votre employeur, dans votre banque, à l'hôpital, etc. Puis à votre insu, Google aura des informations sur vous, l'opérateur de télécom saura où vous êtes, etc. Donc, il est nécessaire de développer pour ce patrimoine personnel, mais aussi, je dirais, pour le patrimoine des entreprises, une espèce d'écorce, je dirais, protectrice, ceci nécessite de mettre en œuvre des modèles de sécurité, que j'ai proposés, enfin je les ai publiés, disons assez récemment, je ne sais pas si on les mettra en œuvre, mais malgré tout, il ne faut pas forcément voir systématiquement ce monde numérique comme un monde, je dirais Big Brother, etc. Il est possible de se protéger, il faudra que des institutions en Europe ou en France, disons, poussent à développer une espèce de réconciliation entre ces différentes bulles, ces différentes sphères privées, pour que, je dirais, on ne viole pas cette intimité numérique, mais qu'on puisse quand même éventuellement, qu'un État puisse éventuellement tracer, si nécessaire, disons, quelqu'un.
mais je reconnais que c'est un vaste programme. La question sous-jacente, c'est est-ce qu'à force de nous dire qu'il faut qu'on se protège contre cette cybercriminalité, est-ce qu'à un moment donné, il n'y aura pas derrière une entreprise marketing, au même titre qu'on peut le voir avec le 11 septembre utilisé pour le Patriot Act aux États-Unis? Est-ce qu'on va pas nous faire croire qu'il faut se protéger sans forcément qu'on connaisse les tenants et aboutissants de cette surprotection? Oui, non, mais ça, c'est l'histoire de guerre de l'information. Le 11 septembre a servi à s'installer. Les Américains sont installés en Afghanistan. Ils ne sont pas installés en Afghanistan pour reprendre Ben Laden. Enfin, bon, ça, c'est la télé qui dit ça. Mais on sait très bien que c'est pour d'autres raisons. C'est là qu'il faut que les citoyens soient lucides et ne se fassent pas embobiner, je dirais, par une idéologie, disons, ambiante. Il faut que les citoyens deviennent majeurs et vaccinés. C'est vrai qu'en ces moments de vote pour la Constitution, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Une toute dernière question, s'il vous plaît. Non? Oui? Oui? Bonjour. J'ai une question. Vous avez parlé du concepteur de virus contre la loi de Sacer. Est-ce que vous nous l'avez un peu présenté comme un génie spontané? Est-ce que vous avez une réflexion sur les groupes et les phénomènes de scène ou de milieu? Les phénomènes de Les phénomènes de scène ou de milieu qui se développent sur Internet avec des milieux de VXE, de producteurs de virus. Est-ce que vous avez une idée un peu sur les phénomènes? Non, pas oui. Est-ce que vous avez une réflexion sur les phénomènes de groupe sur Internet, notamment en matière de virus, de scène, vecteurs? Est-ce que vous avez une réflexion sur les motivations et les raisons pour lesquelles les gens produisent des virus, puisque je ne pense pas que la demande qui a été arrêtée est un génie spontané qui est découvert lui-même comment faire les virus et comment les propager? Alors, au niveau des virus, vous savez qu'il existe un théorème de Cohen qui date de 1982 qui dit que, disons, mathématiquement, savoir si un programme est un virus, c'est un problème indécidable. Indécidable, c'est-à-dire que c'est ni vrai ni faux, etc. Alors bon, c'est vraiment dans le cas général. Et donc ça, c'est encore, si vous voulez, la faiblesse de la sémantique de Turing, le fait que les langages informatiques ils sont interprétables. Alors, c'est si vous voulez, cette indétermination qui, à mon avis, alors bon, j'en sais rien si c'est au niveau psychanalytique, freudien ou je ne sais quoi, qui fait que je pense que ça excite quand même l'imagination. Alors, les motivations réelles des pirates, etc., je pense que derrière, malgré tout, il y a systématiquement, en tous les cas pour les cybercriminels, l'argent. Donc, bon, moi je ne suis pas sociologue ou psychologue, etc. Je m'intéresse qu'au côté technique. Je pense que de plus en plus, il sera possible, si vous voulez, de construire des programmes qui seront soit vulnérables ou qui seront soit agressifs. Agressifs, je dirais, avec dans différents buts. Mais bon, moi personnellement, c'est tout ce que je peux vous dire au niveau je dirais, de ces virus. Bon, les motivations maintenant de gens qui attaquent, si vous voulez, je dirais c'est un autre problème. Bien, malheureusement, conclure, c'est bien dommage parce que je suppose qu'il y aurait eu beaucoup d'autres questions. En tout cas, Michel Riquidel nous a suscité une réflexion extrêmement riche. Merci infiniment d'être venu ce soir.